Et bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Tailgate, votre émission 100% NFL des équipes de The Free Agents. Je suis Yaya et je viens remplacer notre ami Flav qui est occupé à écrire des articles sur la Free Agency. Donc, on est en pleine Free Agency depuis hier, ce lundi. Ça signe de tous les côtés. Les alertes Adam Schefter sonnent à tire-larigot. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour avoir toutes les infos. Allez directement sur l'appli TFA, mettez les alertes et vous aurez toutes les infos. En attendant, on continue notre débrief de la saison et aujourd'hui, on va débriefer l'AFC West, la division du champion en titre de cette année. Et pour parler de ces 4 équipes, j'ai en premier lieu un des premiers rookies de la saison, Arthur. Salut Arthur, comment ça va? Salut Yaya, comment ça va toi déjà? Bah, non, je te pose la question. On répond pas par une question par une question. Voyons. Allez, comment ça Moi va? ça va bien. Et toi Yaya, comment tu vas? Bah, écoute, ça va plutôt bien puisque je vous retrouve, mais c'est avec grand plaisir, au débeauté, mais avec grand plaisir. Et Bon, ça, j'ai une notre meilleure nouvelle. troisième participant, on sera un peu los tres amigos, j'ai nommé Seb. Salut Seb, comment ça va? Salut Yaya, salut Arthur, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Eh bien écoute, ça va très bien. On va parler, comme tu l'as dit, de la division du champion, c'est-à-dire, comme on l'appelle entre nous, pas la NFC Est. Voilà. D'accord. Alors si tu commences tout de suite, hein, Moi je alors, suis en forme ce soir, je vous préviens. Hein. ah oui, oui, oui. Bon, bah écoute, tu vas rusher tel Max Crosby sur les quarterbacks. Donc, on va voir ça. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu as souligné ma petite comment dire, allusion aux Tres Amigos? Te souviens-tu des Tres Amigos? Tres amigos, oui, de loin, oh, ça ne rajeunit pas cette histoire. Ouais, du côté de Denver, quand il y avait John Elway, c'est ça? Dans ces années-là, oui. Ouais, avec un certain Sharp de mémoire. Mm. Et Shannon, Shannon, ouais, c'est Shannon Sharp. Eh ben oui, ça nous que j'ai rajeunit que j'ai vu absolument pas. jouer, que j'ai eu la chance de voir jouer. Exactement. Voilà, parce que je suis vieux. Oui, et oui, et oui. Tu as plus du double de l'âge d'Arthur, donc effectivement, tu es vieux. Allez, on est parti tout de suite. On va commencer. Vous avez l'habitude de comment nous suivre sur les applis de podcast. Donc Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles pour nous faire remonter dans les classements et de parler de nous autour de vous. Vous pouvez également suivre TFA sur les réseaux sociaux. Donc vous avez l'habitude, Twitter, enfin X maintenant, Facebook, Instagram, TikTok. D'ailleurs, TikTok et également sur Twitch et YouTube, vous avez la possibilité le mardi, donc là tout à l'heure quand vous allez écouter le mardi midi et le jeudi midi, de suivre les lives de notre chef qui fait le tour de toute l'actualité des 4 sports américains. Ok, donc n'hésitez pas à nous suivre. TFA, The Free Agent, allez-y, n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on va enchaîner. Euh, on va commencer tout de suite donc avec les Los Angeles Chargers. Les Chargers, c'est la grosse déception de cette division. On les attendait comme les rivaux potentiels des Chiefs qui restent sur je ne sais pas combien de titres d'affilée. On ne compte même plus d'ailleurs. Les Chargers, c'est 5 victoires, 12 défaites. Ils ont un quarterback, Justin Herbert, qui est identifié, qui était soi-disant, qui est un des meilleurs quarterbacks de la ligue, mais patatras autour de lui, il n'y a rien. Comment vous, les gars, vous expliquez cette saison aussi décevante? C'est un club qui avait pourtant commencé pas trop mal. Ils avaient un bilan de 2-2 en entrant à la 5e journée, donc ça avait l'air de se tenir. On sentait quand même qu'ils n'étaient pas à la hauteur des promesses, des espoirs qui étaient placés en eux. Et puis, catastrophe, 3 victoires et 10 défaites sur le reste de la saison, une humiliation 63-21 contre les Raiders qui va coûter son poste, enfin pas que, mais à mon avis ça a été quand même la petite goutte d'eau
qui a fait déborder le vase, qui va coûter son poste à Brandon Staley. Alors, à sa décharge, Jeff Smith, qui va le remplacer, ne redressera pas la barre, puisqu'il présentera un bilan de 0-3, mais que d'espoir placé en eux depuis quelques années, j'ai envie de dire. On avait l'impression que c'était une franchise qui montait un petit peu en puissance, du moins au sein de sa division, qui pouvait se placer dans le duo de tête. Mais là, très franchement, un bilan de 5-12. Et puis surtout, difficile de savoir vers où se dirige cette franchise. Ouais. Pour toi, Arthur, comment tu lis la saison des Chargers? Bah, ça avait mal commencé au début avec 2 défaites d'entrée, puis après ça a quand même redressé la barre comme a dit Seb, puis après d'un coup c'est à partir du match face aux Cowboys, ça a commencé à s'écrouler et ça n'a jamais revu le jour. Après, il y a eu la blessure de Justin Herbert, week 14 je crois, qui n'a vraiment pas du coup arrangé les choses, même si La bon saison forcément était finie. la saison était déjà finie, mais tu vois, c'est quand même une accumulation. La saison était déjà nulle. Ça accumule avec une blessure du quarterback titulaire. Donc forcément, c'est pas top. Je tiens aussi à mentionner un match qui est quand même incroyablement waouh de leur part. Euh, c'est face aux Raiders, rival de division, le petit 63-21. C'est passé tranquillement. Il n'y a rien qui allait. Mais c'est vrai que cette franchise, c'est un quarterback qui a un talent quand même incroyable et qui n'a pas Générationnel. les armes autour de lui pour réussir. Et donc, du coup forcément, ça pêche à un moment donné. Ouais, mais tu dis qu'il n'y a pas il y a pas de talent autour de lui. Il y a quand même Austin Eckler qui est un running back plutôt reconnu, Keenan Allen. Après, c'est vrai que Gerald Everett, le tight end, a été blessé. Mike Williams s'est blessé très très vite. Il y a quand même un peu de talent quand même, et sans parler de la défense, où il y a quand même Joey Bosa. Il y a également Khalil Mack qu'ils ont fait venir à Prider, Darwin James. Ah, il y a du matos quand même. Il y a du matos, mais ça marche pas. Mais pourquoi ça C'est marche pas? Justement, c'est ça ma vraie question. c'est ça le souci. T'as une attaque qui est classée 21e et une défense 24e qui prend plus de 23 points par match. Ça marche pas. Alors, je pense que les joueurs sont pas à mettre en cause. Tu as rappelé les joueurs de qualité qu'il y a dans cet effectif. Faut rappeler également que en termes pour le quarterback, on parle souvent du travail de la ligne offensive sur les passes, etc. Les quarterbacks des Chargers, ils se sont fait saquer 43 fois, ce qui est pas pire, comme c'est pas top, mais c'est pas déshonorable non plus. Ce qui est bien, mais pas top. C'est bien, mais pas top, voilà. Alors, on a ce pauvre Easton Stick qui a remplacé Justin Herbert après la 13e journée. Bon, lui qui en a pris 14 en 4 matchs, pas de chance, pas de bol de la vie. Mais voilà, effectivement, c'est un effectif de qualité. Non, je pense que le front office a identifié le problème. Le problème, il était sur la touche. Ils l'ont écarté. L'ont-ils résolu pour les années à venir? Peut-être. Je parle en connaissance de cause, puisque Jim Harbaugh, quand il arrive en NFL, pour reprendre une franchise qui est en perdition, en général, il est pas là pour enfiler des perles. D'accord. Toi, Arthur, pour toi aussi, c'était un problème de coaching? Bah, forcément, le coaching, ouais, c'était quand même assez problématique et assez embêtant. Parce que forcément, quand on voit au fur et à mesure de la saison et même des années que pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose que cette équipe ne dégage pas grand-chose. Forcément, il y a un moment, il faut peut-être faire les bons changements et donc va falloir voir à partir de la saison prochaine ce que ça donne avec un nouveau head coach. Mais c'est sûr que pour parler de 2023, le coaching était désastreux, si c'est le bon mot. Ok. Pour vous, les gars, alors moi, la première chose que je vois, c'est est-ce que pour vous, le déménagement de San Diego à Los Angeles a été une réussite, sachant que là où il joue,
ils ont un peu le même problème que les Rams, c'est-à-dire que le public, ça prend pas. Ouais, parce que à Los Angeles, on va pas voir les équipes qui perdent. Los Angeles n'aime pas les perdants. C'est un des premiers marchés pour le sport, mais il faut que l'équipe gagne. Les Californiens, en plus, en Californie, à Los Angeles, si tu veux voir du Los Angeles et aux alentours, si tu veux voir du foot, t'as de la NCAA qui est quand même pas dégoûtante sur la Californie entre USC, UCLA et Berkeley, Cal University. Si tu veux voir du football, t'as autre chose à voir que que les Chargers qui sont décapsulés tous les dimanches. Ouais, mais quand ils étaient à San Diego, c'était vide. Maintenant, ils arrivent à Los Angeles, les tribunes sont vides. Ou alors, c'est les adversaires qui remplissent le stade, quoi. Ah bah, tout à fait. Mais une fois de plus, cette équipe ne gagne pas. Donc, cette équipe ne gagne pas. Elle est là depuis peu de temps. On ne puisse pas dire qu'elle soit très intégrée au cœur de la ville. Enfin, de la ville, quand on parle de Los Angeles, on est quand même au-delà de la ville. Je veux dire, les Browns à Cleveland, même quand ils perdent, ils remplissent leur stade. Pourquoi ? Parce que Cleveland est attaché à ses Browns, quoi qu'il arrive. Oui, alors, même quitte à être déçu, même quitte à être déçu, et à pleurer des larmes de sang, ce qui n'a pas été le cas pour eux cette saison. Oui, mais alors, si tu gagnes pas, tu n'as pas de public. Je vais juste citer un grand philosophe, Joachim Noah. Nothing is cool in Cleveland. Nobody goes in vacation. I know nobody going to vacation in Cleveland. Oui, écoute, Super accent. quand je voudrais, quel accent déjà quand je voudrais un avis sur le foot américain, je me tournerai vers quelqu'un d'autre que Joachim Noah. Non, c'était juste de la géographie, parce que voilà, mais le souci à Los Angeles, il est là, et pour tous les clubs, même ceux qui sont implantés, enfin, toi qui connais la NBA, tu sais très bien que les Lakers ou les Clippers, quand ils gagnent pas, idem, la fréquentation chute. Les Lakers aussi, quand même. Si. Mais si à LA, un club ne gagne pas, il n'aura pas de public. Si la saison prochaine, Arbo leur décroche la division, tu vas voir, le stade, il va être plein. Ok. Arthur, toi, un avis là-dessus ? Non, de toute façon, tu l'as dit quand c'était à San Diego, c'est ça ? Tu vas nous rappeler ta jeunesse ? Tu vas nous jeter ta jeunesse au visage ? Non, mais si je peux me permettre, je vais essayer de comparer les Chargers, c'est un petit peu comme les Clippers en NBA, je vais me permettre, au niveau de l'engouement du public. Parce que les Los Angeles, ils sont beaucoup plus derrière les Lakers, et les Clippers, ça a souvent été. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est le petit frère, la deuxième équipe. Mais oui, sauf que, est-ce que c'est. Oui. Sauf que moi, j'ai plus l'impression que le foot ne marche pas beaucoup à Los Angeles. Même quand les Rams étaient au top, il n'y a pas eu non plus le méga engouement par rapport à la. Les Rams, ils ont été au top à Saint-Louis. Les Los Angeles Rams, moi, les souvenirs que j'en ai dans les années 80-90, c'était une équipe qui se faisait taper dessus par San Francisco 2 fois dans l'année. Oui, et pas que par San Francisco, d'ailleurs. Mais depuis qu'ils sont revenus à Los Angeles, c'est pas non plus fifou, comme dirait un grand chroniqueur. Un fin connaisseur. Oui, mais là aussi, pourtant, leur titre, il est pas si ancien que ça. Oui. Mais une fois de plus, à LA, on n'aime pas les perdants, et il suffit d'une saison pour que tu perdes ton public. Ok. Après, je pense aussi que, vu que ça n'a pas été inscrit dans la culture, enfin c'est tout nouveau dans la culture de Los Angeles, forcément l'engouement est beaucoup moins présent, parce que si on compare encore aux Lakers, les Lakers, ça a toujours été là. Enfin, alors c'est vrai que t'as pas tort sur un point, c'est que on s'est retrouvé à une époque avec une ville de Los Angeles qui n'avait plus de franchise NFL, ce qui semble aberrant quand on connaît l'importance du marché californien dans le sport professionnel et même médiatique et autres. Donc c'est assez, on s'est trouvé dans une situation assez curieuse. Là d'un coup, il y a 2 franchises.
bon, pour les deux, commercialement, ça n'a pas l'air d'être fou. Enfin, quand on regarde la jauge de remplissage des stades, c'est c'est presque un cas à part, c'est presque un cas d'école, je pense, pour le sport pro. Mais je suis pas assez cultivé dans ce domaine, dans le domaine du marketing sportif pour pouvoir aller plus loin que ça comme réflexion. Ok, ça marche. Écoutez, moi, je pense qu'on a été assez complet sur les Chargers. Des choses à rajouter? Pas en ce qui me concerne, mais c'est toi le chef, chef. Donc, Ouais. On va passer à la suite. Il y aura des mouvements à suivre quand même, je pense, parce que ça va bouger. ça bouge. Mais déjà, enfin, pour être honnête, rien que l'arrivée de Harbaugh, mais rien que pour ça, ça va être à suivre. Ok. Rien que pour ça, messieurs, la franchise va être à suivre. Bon, ok, on va regarder ça. On continue avec une autre équipe qui a fait beaucoup de changements dans la saison et même dans l'intersaison avec 8 victoires, 9 défaites. C'est nos amis des Broncos. D'ailleurs, on salue Vincent au passage. Les Broncos qui ont surtout brillé par l'arrivée de Sean Payton. Et derrière, comment dire, l'expérience Russell Wilson a fait long feu après 2 saisons, un blockbuster trade qui n'a donné à peu près rien. Ils restent dans le ventre mou. Ils ont fait l'actualité assez rapidement en jouant l'opération Saloon porte ouverte contre Miami avec un 20 à 70. Depuis, après, ils se sont remis un peu dans la course. Ils ont même battu le champion. Et ils ont eu un excellent run. Mais après, patatras, tout est redevenu à la normale. Comment vous analysez cette saison du côté de Mile High City? Alors, moi, je vais revenir un petit peu d'abord sur la saison précédente. Les Broncos de 2022 étaient très mauvais. Je pense que je noircis pas le tableau en disant ça. Et la saison 2023, elle s'est quand même annoncée sous les mêmes auspices parce que Denver commence avec trois défaites de suite, dont tu nous l'as rappelé, la très douloureuse contre les Dolphins, où on pouvait légitimement penser ce soir-là que ce club avait touché le fond, pour le dire très clairement. Mais après cette défaite, il y a eu un réveil. Après cette défaite, même après une défaite contre Kansas City, il y a eu un réveil avec 5 victoires de suite qui les ont amenés à un bilan de 6-5 passé la mi-saison. Et ça a quand même entretenu une lueur d'espoir. Et on s'est même dit que ces Broncos allaient peut-être accrocher les playoffs. Mais ça sera de courte durée, parce que pour les 6 dernières journées, ils vont nous faire un 2 victoires pour 4 défaites qui enterreront définitivement leurs espoirs. Et puis, il y aura quand même la gestion un petit peu étrange du cas Russell Wilson, qui va se faire bencher au moment où il avait l'air de retrouver son entrain, et tout ça pour une question d'argent, en fait, et de contrat, puisque une clause dans son contrat qui stipulait que s'il se blessait, il y avait une grosse somme d'argent qui devait lui être versée. Et donc, à Denver, on a dit, pour que tu te blesses pas, on va te laisser sur la touche, essaie de pas tomber du banc, et on s'en tirera pas mal. Donc, c'est quand même assez symptomatique du fait que, vraisemblablement, entre Russell Wilson et Denver, ou du moins entre Russell Wilson et Sean Payton, ça cliquait pas, ça n'allait pas. Je pense que c'est un problème de compatibilité coach-joueur, voire peut-être un problème de compatibilité de personnes. Toujours est-il que Russell Wilson, il leur coûte cher, qui va leur coûter cher encore pour quelque temps, puisque même si c'est assuré à 99%, pour ne pas dire plus, qu'il s'est trouvé un nouveau club avec un noir et jaune qui lui siera peut-être mieux.
Ah oui, oui, mais il a annoncé lui-même qu'il voulait aller à Pittsburgh et que Voilà, et apparemment, ça a l'air d'être en très bonne voie d'après ce que l'on peut lire ça et là. J'ai pas vu d'officialisation, mais j'ai peut-être manqué quelques épisodes dans la journée puisque j'ai pas pu être totalement sur l'actualité, parce que j'ai des activités annexes qui m'obligent notamment à donner du temps à un employeur pour me nourrir. on n'en Euh, parle pas. non, bah oui, vous savez de quoi je veux parler, hein, mon Oui, brave oui, monsieur. bon, je sais ce que c'est. Bon, Voilà, Arthur, on sait non, tout ce que c'est. mais Donc, toujours est-il que la gestion je vais pas dire du problème, mais du cas Wilson a été assez étrange. La question s'est même posée à ce moment-là, si c'était pas ce qui avait enterré leur saison au bout du compte. toi, Arthur, tu penses que la gestion du cas Russell Wilson est au cœur de la saison ou de la non-saison des Broncos? Est-ce que tu peux développer un peu plus? Ah ben non, mais je te pose la question, c'est-à-dire que est-ce Mais que non, mais je comprends pas exactement la question. est-ce que tu penses que dans l'équipe, le fait que Russell Wilson, il y a eu des questions d'argent, il y a eu une question de compatibilité avec le coach, c'est ça qui a plombé la saison du côté des Broncos? Bah, c'est sûr que en fin de saison, quand ils espèrent les playoffs, ça vient un petit peu ruiner tout espoir dans la tête des Broncos ainsi que des fans. Mais après, on est d'accord qu'il a été benché les 2 derniers matchs. Oui. C'était les deux. Donc, si on enlève les deux, il y a quand même des défaites évitables du côté des Broncos. Et Ah bah oui, des Broncos, oui. Oui. oui, non, mais je parle surtout face aux Patriots en semaine 16, si je me trompe pas. Et du coup, je pense que du coup, ça a été histoire de sécuriser un petit peu, même si la gestion est un peu bizarre, un peu curieuse même. Mais je pense que Oui, tu penses? je cherche mes mots. Tu penses donc tuer? Vas-y, Descartes, vas-y. Non, non, Il y a mais une gestion curieuse, mais ça ruine un petit peu les espoirs sans vraiment les ruiner. C'est un peu bizarre dit comme ça. ouais. Alors après, j'ai une autre question du coup. Est-ce que ça ne remet pas en cause l'année 1 de Sean Payton, c'est-à-dire qu'il va être obligé de repartir avec un nouveau quarterback l'année prochaine. Est-ce que du coup, c'était finalement une année pour rien? Un petit Je sais peu pas quand si même. c'était une année. Je sais pas si c'était une année pour rien. Après, l'argument d'un entraîneur qui arrive dans un club et en disant ça marche pas parce que j'ai pas choisi les joueurs, c'est entendable. C'est entendable. Mais ça veut dire que la saison prochaine, si ça se passe mal, on saura vers qui se tourner, on Oui. saura à qui la faute. Euh, Non, mais dans le sens où il n'a pas choisi son quarterback et que il va être obligé de repartir avec une attaque qui va dessiner. Qui ils vont prendre? Est-ce qu'ils vont garder Steedham ou est-ce qu'ils vont aller chercher justement la free agency un quarterback? Est-ce qu'ils vont aller trader pour un quarterback? C'est ça ma question en fait. Est-ce que oui, mais comment ils vont se comporter lors de la free agency? Bien sûr, c'est la question qu'on peut se poser. Comment récupérer un quarterback qui est au moins l'étoffe d'un titulaire? est-ce qu'ils Là vont prendre aussi, Kenny Payton. Pickett du coup? Pardon? Est-ce qu'ils vont aller chercher Kenny Pickett ou Mason Rudolph? Est-ce qu'ils ont vraiment mérité ça? Ouais, écoute, on va se poser la question. Mason Rudolph, pourquoi pas? Kenny Pickett, t'es dur. Moi, je leur souhaite pas ça. Mais non, plus sérieusement, il est certain que Sean Payton, là, il va avoir une décision à prendre et surtout un choix à assumer. Si ça se passe mal, si tout le monde se tourne vers le quarterback, il faudra aussi se tourner vers la personne qui l'a choisi. Après, pour tempérer un petit peu, il ne faut pas oublier qu'on a parlé de ces défaites qui ont ouvert leur saison. Leurs 2 premières défaites, elles sont très très courtes. Ils perdent d'1 point contre Las Vegas, ils perdent de 2 points contre Washington. Et tu te dis, s'ils avaient pu aller chercher les victoires à ce moment-là, ils commençaient 2-0. Ça lançait la saison sur une autre dynamique. Et du coup, on avait une équipe de Denver à 17
Et c'est plus la même limonade au moment de négocier le virage des playoffs. Leur run en milieu de saison, leur série de victoires en milieu de saison, elle n'est pas due au hasard. Il y a une défense qui a su se resserrer au moment où il le fallait. Vance Joseph, le coordinateur défensif, qui a fait un super boulot sur ce point-là. Mais c'était pas assez. Ouais. On sait que Sean Payton aussi avait tiré à boulet rouge sur le coach précédent. Est-ce que ça s'est pas mis une pression non plus sur l'équipe, Arthur? Parce qu'on sait que les Jets, eux, ils ont clairement dit qu'ils s'en étaient servis comme motivation, quoi. Honnêtement, je sais pas. C'est compliqué à définir, mais genre, j'ai envie de t'écouter, je vais dire sûrement. Parce que Attends, en j'ai fait, peut-être pas compris. ça donne pas beaucoup de sérénité en fait. Moi, de l'extérieur, c'est pas une équipe que je suis beaucoup. Ça respire pas la sérénité depuis des années quand même du côté de Denver. Ah oui, surtout que là, en plus, avec le cas Russell Wilson, ils font un trade blockbuster pour le garder 2 saisons. C'est vrai que niveau lose, on peut peut-être pas faire mieux. Après, là, je pense qu'on entame vraiment une nouvelle période, encore une fois, de reconstruction, qui recommence à zéro avec un nouveau quarterback. Je crois qu'ils sont séparés de Jerry Jeudy il y a pas longtemps, Ouais. contre des pics de draft. Donc, c'est une franchise qui va tenter de repartir à zéro, histoire de, je pense, du coup, lancer le projet Sean Payton. Peut-être pas de zéro, il y a de la défense quand même, Seb. Oui, oui, mais bon, offensivement, du coup, de zéro. Après, il faut aller chercher un quarterback. Je pense que niveau draft, milieu de premier tour, il ne va pas rester grand monde de vraiment très très bon. On ne sait jamais, mais vous me comprenez. Je pense que Sébastien me comprend. Après, on en a déjà parlé. Mais, après, qu'est-ce que je voulais dire? Ok, Il y a quelques quarterbacks quand même assez talentueux qui peuvent attendre une petite place. Coucou Justin Fields, pourquoi pas. Je ne sais pas si Denver c'est dans ses plans, mais à voir. Donc je pense que l'année prochaine c'est une sorte de reconstruction, repartir à zéro, ok. nouveau quarterback, une nouvelle Ceci- attaque entre guillemets. Denver, ils ont un gros problème au poste de quarterback depuis la retraite de Peyton Manning, Oui. depuis 2015. Ils n'ont pas réussi à stabiliser le poste. Je pense qu'il y avait beaucoup d'espoir placé en Russell Wilson parce que ça faisait revenir un grand nom au poste de quarterback derrière le centre pour renouer avec une tradition du côté de Denver. Je vous rappelle quand même qu'avant Saint Peyton, il y avait Saint John Elway. Mais depuis Manning, il y a eu une succession de noms, tous plus insipides les uns que les autres. Et c'est pas le premier hold-up qu'il y a au poste de quarterback. Je vous rappelle Brock Osweiler en son temps. J'allais en parler. Voilà, qui avait braqué la banque. Alors, j'ai plus les données en tête de son contrat pour faire pas grand-chose. Mais je veux pas non plus être injuste envers Russell Wilson. Il a eu un run difficile à Denver. Néanmoins, par rapport à 2022, je trouve qu'en 2023, il avait quand même bien rebondi. Il avait lancé, je crois, 10 passes de touchdown de plus qu'en 2022. Il avait lancé beaucoup moins d'interceptions. Je ne pense pas que ce soit le joueur fini qu'on a voulu nous présenter à un moment. Je suis totalement d'accord. Ouais, pareil. Après, on va voir. On va voir ça. Des motifs d'espérer du côté de Denver? Je Quelques-uns pense quand même. que honnêtement, oui, on va tenter un nouveau projet. Après, espérer quoi? Ça dépend au niveau des attentes, ce qu'ils veulent, parce que si c'est les playoffs dès l'année prochaine, sceptique. Si faut trouver le bon quarterback, faut trouver Ok. faut tout refaire. Ça va peut-être prendre du temps, mais je pense qu'ils peuvent avoir de l'espoir quand même. Peut-être faire à peu près comme cette saison avec une entre guillemets nouvelle équipe, sans vraiment en être une nouvelle. Enfin, vous m'avez Ouais. compris, peut-être.
Mais voilà. Ouais, nous, on t'a compris. Je suis pas sûr que toi, tu t'es compris, mais oui, ok, on voit à peu près. Seb, toi, le motif d'espoir? Oui, il y a quand même quelques individualités qui sont intéressantes. Alors, on a parlé du départ de Jerry Jeudy, mais Jerry Jeudy, ça a été une relative déception la saison dernière. Il y a Cortland Sutton qui a bien performé avec 59 réceptions et 772 yards, surtout 10 touchdowns. Il y a le rookie Marvin Mims qui fait une saison sympathique avec 22 réceptions, 377 yards et qui est élu qui se retrouve d'ailleurs au Pro Bowl. Une fois de plus, leur défense, elle n'a pas démérité. Je le redis, leur run de milieu de saison, il n'est pas arrivé par hasard. Il y a des raisons d'espérer du côté de Denver. Ok, ça marche. Eh bien, écoutez, on va regarder ça avec attention. Autre équipe qui a changé de coach en milieu de saison, et on s'y attendait un petit peu plus que du côté des Chargers, c'est les Las Vegas Raiders. Ils ont accueilli le Super Bowl, mais ils sont pas très très près d'y retourner. Également à 8 victoires, 9 défaites, nos amis des Raiders, eux, ont eu une saison un petit peu bizarre. On a beaucoup eu de mal à lire leur saison. Vous, les gars, comment vous la lisez cette saison? Parce que l'année dernière, on a un Josh Jacobs qui marchait sur l'eau, qui était quasiment le meilleur running back de la saison. Cette année, beaucoup moins utilisé. Un franchise tag mis sur lui, ça grince, il revient, on l'utilise pas. Un Davante Adams qui alterne le bon, le moins bon. Un Jimmy Garoppolo qui arrive au poste de quarterback, puis finalement au bout de quelques matchs, il est blessé, il revient plus. Comment vous analysez ce marasme, ou est-ce que c'est très Las Vegasien? C'est très Raiders, en tout cas. Après, un record de 8-9, pour être honnête, j'en espérais pas tant de ce club. Je dirais que c'est presque miraculeux, mais tu as brossé un portrait de la situation qui est assez juste, qui est pas très réjouissant comme cela au premier abord. Josh McDaniels qui se fait virer après la 8e journée, après plein de choses qui sortent sur lui. Enfin, c'est affreux. L'éclaircie, elle viendra d'Antonio Pierce qui sera nommé head coach intérimaire, qui va provoquer une légère embellie pour le club et surtout qui va alléger l'ambiance qui semblait particulièrement pesante dans les vestiaires. Il y aura 2 victoires de suite, alors ce ne sera pas suffisant pour sauver la saison. Il termine tout de même, notre ami Antonio Pierce, avec un bilan de 5-4, ce qui est bien meilleur que le 3-5 de son prédécesseur. Et surtout, alors les Raiders ont peut-être pris une décision sensée, c'est de le maintenir à son poste. C'est-à-dire de le nommer head coach pour la saison précédente. Il ne faut pas oublier que lors de la saison 2021-2022, les Raiders, ils avaient dégagé John Gruden pour nommer Rich Bisaccia à sa place et ne pas le conserver et s'engager avec Josh McDaniels, donc qui part avec un bilan de 9 victoires et 16 défaites en une saison et demie. C'était encore de l'argent bien investi de la part des Raiders. Il n'a pas non plus hérité, Antonio Pierce, d'une situation très brillante, puisque en effet, Jimmy Garoppolo, arrivé à prix d'or et avec moult complications, un contrat avec des clauses sur sa santé, sur son éventuelle blessure au pied, etc. Ça fait fouillou. En effet, il se blesse après la 6e ou 7e journée. Ouais. Et bilan, voilà. Et bilan, il a lancé un petit peu plus de 1200 yards, 7 touchdowns, 9 interceptions. On a quand même vu plus brillant comme bilan. Et se retrouve à sa place le tout jeune Aidan O'Connell qui fait ses premiers pas en NFL dans des circonstances quand même pas faciles. Certes, il va terminer avec 2200 yards, 7 interceptions et 12 touchdowns, un ratio positif, mais
on a vu que c'était compliqué, très compliqué pour lui. Et puis là-dessus, oui, Davante Adams qui alterne le bon et le moins bon, comme tu l'as dit, et puis surtout qui fait comprendre qu'il est pas content. Davante Adams, ça reste un joueur formidable, simplement, pour le moment, il a personne pour lui envoyer des ballons. Alors du coup, ça devient compliqué. Il y a Jacoby Myers qui en a envoyé quelques-uns. 2. Mais c'est un receveur aussi, donc bon. Oui, on peut pas compter ça comme une performance pérenne de quarterback, hein, tu m'en voudras pas. Non, Mais, je t'en veux pas, c'était juste pour l'ironie. Mon cher Arthur, AOC, Aidan O'Connell, ça continue derrière le centre ou bon, bah allez, on va retrouver une petite place sur le banc en attendant et on va essayer de trouver quelqu'un à la free agency ou via trade? Honnêtement, pour être honnête, passer de Derek Carr à Jimmy Garoppolo, j'ai pas compris ce move des Raiders. Ils essaient de se débattre. T'as vu où est parti Derek Carr quand même? Je suis pas sûr que ce soit lui le grand gagnant. Hein. Non, mais pour être honnête, c'est le poste de quarterback, c'est quand même un gros problème. Certes, Aidan O'Connell est sur un bilan positif en termes de ratio touchdown-interception, mais c'est quand même pas top non plus. Enfin, l'équipe, elle est rocambolesque. Je suis désolé, mais quand on passe de 0-3, de perdre 0-3 à 63, 21, 5 jours plus tard, bon, tu sais que l'équipe, c'est aléatoire. Mais du coup, pour revenir à nos quarterbacks, peut-être falloir tenter de trouver quelqu'un en free agency parce que même chose que les Broncos pour la draft, tu vas être en milieu de premier tour. Donc du coup, tous les gros quarterbacks de la draft seront déjà passés. Après, il faut trouver le bon quarterback. Forcément, il y a Davante Adams qui attend qu'on lui lance des bons ballons. Après, ou alors tu développes ton rookie à la free agency, tu récupères un vétéran que tu mets sur le banc pour quelqu'un qui connaît le métier pour prendre la place si ça se passe mal. Mais ça dépend du projet du club aussi. Ryan Tannehill, on peut tenter de le prendre. Enfin, c'est pas free agency, mais Pourquoi pas? Ça pourrait être un fit. Tu mets Ryan Tannehill sur le banc, tu essaies de développer Aidan O'Connell. Si ça marche pas et tu fais sortir Tannehill du banc, c'est pas sûr que ça fonctionne, mais au moins tu sais ce que tu as. Oui, et après, dans le pire des cas, ils vont en chercher un l'année prochaine. Si ça marche pas, forcément, le bilan, il suivra les performances. Et si le bilan ne suit pas, ils peuvent aller chercher un bon petit quarterback l'année d'après. Faut voir. Ouais, c'est envisageable. Je sais que Après, le facteur X là-dedans, c'est la patience légendaire de la famille Davis. Ouais. Alors moi, j'entends ce que tu nous dis, Arthur, à drafter des quarterbacks, mais des quarterbacks prêts à la sortie de la NCAA, il y en a pas BZF. Même, Oui, c'est pour ça que le milieu du même premier tour, aujourd'hui, c'est pas. attends, laisse-moi finir Pardon. s'il te plaît. Même aujourd'hui, celui qui est considéré comme le meilleur quarterback, Patrick Mahomes, a passé un an sur le banc derrière Alex Smith. Donc, tu vois, ça fait aussi partie des choses où la draft, il faut être patient sur les joueurs et être capable de développer. Aujourd'hui, est-ce que le projet partir sur un rookie est cohérent avec ce qu'ils veulent faire? On a Josh Jacobs qui est parti, qui était free agent, il n'a pas été tagué une deuxième fois. Est-ce que reconstruire à la fois le poste de quarterback, à la fois le poste de running, ça mérite pas peut-être de faire des trades pour pouvoir, notamment Davante Smith, parce que Davante Smith, Davante Adams, pardon, tu l'as tout seul, mais si tu n'as personne effectivement pour lui lancer la balle, et en plus c'est ta seule, ton seul joueur en attaque qui est valable. Après, en défense, il y a des joueurs. Je pense notamment à Max Crosby, 14 sacs et demi. C'est plutôt bon. Plus de 90 plaquages. Voilà, ça plaque à tour de bras. Ça met la pression. On a un secondary avec, même si c'est plus ses meilleures années,
Mais avec Marcus Peters, ça va quoi, en fait, la défense. Alors, est-ce qu'ils n'auraient pas beau jeu à bétonner en défense et se dire, allez, sur un malentendu, si on prend pas de points, on en marquera toujours 3. La En défense, parlant de défense, cette défense, c'est une défense qui prend des yards, en particulier par les airs, mais qui se classe quand même top 10 en scoring. C'est une défense qui prend moins de 20 points par match, donc effectivement c'est une force. S'appuyer dessus pour reconstruire ton attaque en te disant on va faire une année, peut-être une année bof, comme ça peut marcher. Je suis assez d'accord là-dessus. Et je suis aussi d'accord sur les QB à la draft, parce que effectivement, des QB qui soient NFL ready, qui sortent de NCA, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a peut-être un tous les 10 ans. Et puis surtout, avoir un QB starter deuxième année et un backup rookie, je pense pas que ce soit la situation idéale pour que tu sois serein en attaque. Ouais, et en complètement. parlant de défense, ils viennent de signer un gros nom sur la ligne, les Raiders, Christian Wilkins. Oui, exact. Ils ont By the signé way. Christian Wilkins. Donc ça renforce énormément la défense, enfin surtout la ligne. Et on va avoir un duo Crosby-Wilkins qui va faire peur. Et c'est ce qu'il recherchait. Il voulait quelqu'un qui puisse... enfin, un autre rusher, quelqu'un qui puisse apporter plus au pass rush pour leur défense. Donc ça, c'est un très bon move de leur part. Oui, complètement. C'est ce qu'il fallait. Ça bétonne vraiment la défense. Sachant qu'ils perdent sur l'attaque, il y a toute l'attaque à reconstruire, mais la défense est là. Messieurs, autre chose à dire sur nos amis de Vegas? Moi, je pense vraiment que les Raiders, ils sont peut-être à un moment charnière pour eux, justement pour leur reconstruction, parce qu'en plus, on parlait de free agency, ils ont du cap, ils ont un petit peu de cap, hein, ils ont un peu plus de 35 millions, ça a dû bouger avec L'arrivée de Wilkins, ouais. avec Watkins, que j'avais, quand j'ai pris mes notes ce week-end, ils étaient à 41, donc là ils sont passés à 35. Ils ont un choix de draft, alors qui est vraiment au milieu de tableau, parce qu'ils ont le 13e pick. Ouais. Ouais, mais c'est un spot où tu peux récupérer du défenseur, pas trop, un petit peu coté. Donc, s'il joue cela intelligemment, il y a c'est peut-être un moment charnière, et c'est peut-être le moment justement de bien huiler cette charnière pour que ça arrive vers quelque chose de positif par la suite. Ouais, et puis c'est la NFL, c'est pas la NBA. Tu peux faire des bonnes affaires même au deuxième, troisième, voire même après. Même au dernier choix, monsieur. Oui. Donc, si tu veux, oui. Et même en non drafté. Donc, tu vois, tu peux toujours, vu qu'il y a beaucoup de joueurs, et il suffit juste que ça fitte avec ton système. Donc voilà. Absolument. Ok. Allez, on continue, on enchaîne avec la dernière équipe. Et quelle équipe? Ouais. C'est des drôles d'Indiens quand même, hein. Et ils nous ont fait une saison un petit peu bizarre. C'est nos amis des Chiefs. 11 victoires, 6 défaites. Une équipe qui a été très très dure à lire cette année, avec un changement de paradigme, avec une équipe qui, les années précédentes, était une équipe vraiment tout basée sur l'attaque. Et cette année, c'est la défense qui a porté l'équipe. L'attaque a beaucoup reporté sur le quarterback star Patrick Mahomes. Un Travis Kelce qui a été en dents de scie, mais avec certainement des bonnes raisons d'être en dents de scie. Je pense que vous allez les expliquer, les gars. Et puis, toujours en attaque, des receveurs qui avaient, comment dire, les mains poreuses, qui étaient spécialistes pour faire tomber les ballons. Donc voilà. Vous, les gars, comment vous voyez cette saison? Parce que autant sur les playoffs, ils ont été impériaux, mais sur la saison régulière, c'était un petit peu les montagnes russes. J'en veux à l'ouverture, la défaite contre les Lions. Alors, ce qui est bien dans cet exercice de review de saison, c'est qu'on peut prendre un peu de recul.
prendre un peu de distance sur les événements. Certes, il y a la défaite contre Détroit, mais c'est quand même une équipe qui est 7-2 lors de sa bye week. Oui. On a tendance à l'oublier. Il y a plus d'un club qui serait prêt à tuer père et mère pour avoir ce bilan. Alors, je suis d'accord, l'impression visuelle, et on l'a dit plusieurs fois, n'était pas celle de la saison précédente, des saisons précédentes, où Kansas City, c'était tout de même un rouleau compresseur offensif. Mais c'est aussi à ça qu'on voit le talent des grands coachs, et d'Andy Reid, il n'avait pas l'effectif pour fournir ce type de prestations en attaque cette année. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reporté sur les qualités qu'il avait en stock, qu'il avait sous la main. C'est aussi ça le coaching, c'est faire avec ce qu'on a. Une grosse défense et un jeu au sol qui a vraiment trouvé sa carburation en deuxième partie de saison avec Isaiah Pacheco. Et puis, oui, comme tu l'as dit, il a fallu que Patrick Mahomes, à plusieurs reprises, il enfile sa cape de Superman, mais c'est ce qu'on lui a demandé cette saison-là. On parlait de Travis Kelce, certes, des performances en baisse, mais il reste le meilleur receveur du club. Et quand tu n'as pas autour de toi l'effectif nécessaire pour te donner un petit peu plus d'espace, d'oxygène ou des receveurs qui occupent un petit peu les défenseurs, forcément, tu es plus surveillé et forcément, tes performances baissent. Malgré tout, meilleur receveur du club et il part à nouveau au Pro Bowl. Et puis, on oublie le plus important, c'est que quand sont arrivés les playoffs, une fois de plus, les Chiefs, ils ont passé la seconde tout en continuant à s'appuyer sur leurs forces. Et ils ont une breloque de plus au doigt, un titre supplémentaire. Donc, on peut gloser sur bien des choses, mais au final, le résultat est là. Ouais, tout à fait. Pour toi, Arthur, est-ce que dans le comment dire, dans le playbook, tout n'a pas été joué sur la saison régulière en se disant on mise tout sur les playoffs? Est-ce que c'est une équipe qui, vu qu'il y a un petit peu de marge sur la division, puisque c'est les leaders incontestés et incontestables, ils peuvent se permettre de cacher une certaine partie de leur plan de jeu? Je pense que oui. On l'a très bien ressenti pendant les playoffs. Ils ont été bien meilleurs, bien mieux. Vous m'avez compris. Le jeu était beaucoup plus impressionnant. Notamment les matchs face aux Bills et aux Ravens, c'est là où je pense qu'ils ont quand même beaucoup plus ouvert le cahier de jeu. La défense a été cruciale, beaucoup plus cruciale que l'attaque pendant cette campagne de playoffs. On sent que, de toute façon, on sait très bien que c'est les défenses qui font gagner les championnats et que là, cette défense, elle a quand même permis de garder, comment dire, elle a réussi à maintenir les plus grosses attaques du championnat à des défaites, du coup. J'ai vu que je ne trouve pas les mots, mais oui, c'est une équipe qui je ne sais pas si on peut dire métamorphosée, mais qui s'est un peu plus reposée sur sa défense que son attaque cette saison. Et du coup, ça a payé. Et donc, du coup, forcément, en saison régulière, c'était peut-être, on va dire, un peu plus poussif. Il y a eu des matchs perdus. Je parle notamment du match face aux Raiders le jour de Noël, qui est perdu quand même assez bêtement de leur part. C'est eux qui le perdent tout seuls. Mais ils n'avaient pas forcément besoin de le gagner parce qu'au pire, ils sont allés en wildcard. C'est une équipe qui va souvent en wildcard et qui, au moment venu des playoffs, sait faire la différence. Ok. Seb, toi, le problème au poste de receveur, toi, l'ancien receveur, tu le juges comment? Alors, oui, t'étais un petit peu au-dessus de leur niveau, hein. Je te vois lever les yeux au ciel. Mais, Très légèrement. ouais. Pour toi, comment tu vois est-ce que tu vois que c'est un problème enfin, c'est quelque chose qui peut être handicapant pour la suite? Pas forcément dans le sens où il y a quand même un joueur qui s'est révélé au moment où il le fallait, c'est Rashee Rice, Ouais. le rookie. 79 réceptions, 938 yards, 7 touchdowns, ce sont d'excellents chiffres pour une première saison. Il est certain que
il aurait besoin d'aide. Il en faudrait un de plus qui puisse le soulager parce que Tu penses que le docteur Watson ne pourrait pas? Ou c'est un peu trop élémentaire? c'est un peu trop élémentaire, mon cher. Justin Watson, pourquoi pas? Il a l'air d'être un petit peu loin. Marquez Valdez-Scantling, Qui a été coupé. il n'est plus là. Mecole Hartman, c'est un bon joueur, mais c'est vraiment c'est un receveur que tu fais jouer sur des troisième downs, voilà, Ouais. qui a un rôle assez ponctuel dans l'attaque. Il aurait besoin d'un autre, on va dire, d'un autre permanent, puisque lui, c'est sûr et certain, Rice, il sera titulaire la saison prochaine. D'ailleurs, j'ai une question. Oui. Toi, si tu avais été fan des Chiefs, est-ce que tu aurais regretté le départ de Juju Smith-Schuster? De Juju Smith-Schuster, non. De Tyreek Hill, oui. Très certainement. Donc en fait, il manque un. Alors peut-être que Rashee Rice c'est leur nouveau go-to guy en termes de réception, peut-être. Il va quand même manquer quelqu'un pour l'appuyer, à mon avis, la saison prochaine. Mais voilà, la free agency est loin d'être finie. Il y a la draft, etc. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Puis bon, on dit le jeu aérien péché, le jeu offensif péché. Bon, Mahomes, il lance quand même 4 milliards encore cette année. On a l'impression, même si le jeu offensif a paru un petit peu palichon, il ne faut pas oublier qu'il y a encore 4 milliards de par les airs. Après, c'est certain que les stats individuelles, tu les trouves où? Tu les trouves sur la défense. Ça, c'est incontestable. Chris Jones et ses 10 sacs et demi. Trent McDuffie, 60 plaquages solo, 5 fumbles provoqués. L'Jarius Sneed, 60 plaquages solo, 14 passes défendues. Les playmakers, la saison passée, était en défense. La question qu'on peut se poser, alors je me fais pas trop d'illusions pour l'avenir des Chiefs de Kansas City. Il n'y a aucune raison pour que cette équipe s'effondre la saison prochaine. La question, ce qui va être intéressant à regarder, moi la question vraiment qui m'intéresse, c'est quelle équipe des Chiefs on va voir? Est-ce qu'on aura un retour au rouleau compresseur offensif? Est-ce qu'on aura à nouveau le mur de barbelé en défense? Ça va être très intéressant à suivre. Ouais. Toi, Arthur, comment tu lis la saison des Chiefs, du coup, toi, par rapport à ce qu'on vient de dire déjà? Bah, deux côtés, enfin deux facettes des Chiefs. Il y a une facette un peu plus, comme on l'a dit, poussive en début de saison. Ça gagné des matchs, mais on va dire difficilement entre guillemets. Et tu as eu une autre partie où ça gagnait des gros matchs. Enfin, ça gagnait des gros matchs. Ça gagnait pas forcément des gros matchs, mais ça performait beaucoup mieux, même s'il y avait des défaites. Et les playoffs ont vraiment. Enfin, on a l'impression que quand on passe de la 18e semaine à la wildcard, c'est une équipe métamorphosée. On peut ne pas la reconnaître. Ça ouvre les cahiers de jeu, ça a une défense beaucoup plus imposante et ça fut nécessaire. Ok. Comment vous voyez une amélioration possible de ce roster? Pour vous, c'est quoi les postes importants à aller chercher, notamment à la free agency ou à la draft? Un receveur. Un receveur, ça me paraît évident. Rookie ou free agency? Rookie peuvent en trouver un bon, je pense. Alors, a priori, ce qui se dit, c'est que il ciblerait Adonai Mitchell de Texas. On verra le jour de la draft. Les Chiefs, du coup, ils ont le 32e et dernier choix. Normal quand on est champion, c'est ce qu'on appelle un problème de riche. Il ciblerait, je mets un conditionnel, un receveur à la draft. Il y en aura très certainement également sur la free agency. On verra quel sera leur choix. Ok. Ok, donc on est d'accord que ça, du côté des Chiefs, ça va être plutôt renforcer l'attaque puisque c'est pas ce qu'il y a, ça a quand même pêché et surtout donner d'autres solutions, d'autres armes à notre national. Et oui, parce que j'allais l'oublier celle-là.
Eh oui, mais je pouvais pas passer outre. Le coaching, on garde les mêmes et on recommence. Coaching staff. Pourquoi changer? Tant que ça marche, hein, Ok. Voilà. Andy Faut gagner Reid, tout gagne. toujours avec sa moustache de morse, restera donc au coaching. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez des choses à rajouter sur les Chiefs, vous? Parce que bon, A il n'y a pas priori, grand-chose à critiquer. Hein. il n'y a pas grand-chose à critiquer. C'est compliqué de critiquer le champion quand même. Oui. Surtout quand ils font une fin de saison comme la leur, ou comme Arthur l'a rappelé à plusieurs reprises, ils font des playoffs absolument exemplaires. Non, moi je Bon, pense qu'ils juste- sont là pour un bout de temps. Bon, j'ai une question. Ça y est, on est d'accord que ça y est, c'est établi. On est en dynastie Chiefs. Ah, totalement. Oui. Totalement. Là, je vois pas comment on pourrait dire autrement. C'est la dynastie des années 2020. Ok, ça marche. Bon, le diagnostic est tombé sur les Chiefs. Allez, c'est ainsi que se termine cet épisode. On vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. On se retrouve ce jeudi matin avec même chose, mais du côté de la NFC. Donc 4 équipes, dont une qui est très chère au cœur de quelqu'un ici. Donc on va vous remercier de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, savoir vous ce que vous pensez de ces équipes et si vous voyez des changements à venir. Juste une petite chose, on a appris pendant qu'on enregistrait, parce qu'on n'est pas en direct, hein, on a appris que quand on parlait des Raiders, que Gardner Minshew a signé aux Raiders. Donc ça peut être quand même très très intéressant pour eux par rapport à leur problématique au poste de quarterback. Ouais, c'est un peu ce qu'on a dit avec, Ouais, avec Ryan Tannehill, mais on enlève Ryan Tannehill et on met Gardner Minshew à la place. exactement. Voilà. Et sauf qu'à mon avis, il aura le poste de titulaire. Ouais. Ça, c'est fort possible. Sauf s'ils draftent, ils font un trade-up pour avoir un joueur. Mais ça, on ne le saura que dans les prochaines semaines. Ce sera toujours à suivre sur les antennes de The Free Agent, 2 fois par semaine pour l'instant, après jusqu'au moins jusqu'à la draft. Et après, on prendra un peu de repos. D'ici là, n'oubliez pas, bientôt, on va reprendre Flav va reprendre les podcasts pour les Musketeers qui seront cette année sur beIN Sports. Donc, c'est la très bonne nouvelle sur le football américain en France. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, les inscriptions pour intégrer le COP des Musketeers ont commencé. N'hésitez pas à aller les voir. Allez voir du football américain à Paris. On en a besoin pour suivre la communauté. D'ailleurs, ça me fait penser, on passe un grand bonjour à notre copain Nathieu Van Ball, qui parle de nous très régulièrement, qui incite à aller de télécharger l'appli. Donc faites pareil et allez suivre notre ami Nathieu qui fait des lives sur TikTok, qui est également présent sur Instagram. Allez-y, go, go, go. Messieurs, merci de votre expertise. Et je vous dis à très vite sur les antennes de The Free Agent. Mercredi, jeudi, vous retrouverez Flav à la barre, puisque maintenant on sait qu'il aime toutes les équipes de la NFC, à part la NFC South. Merci et on vous embrasse à tous et on vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous l'écoutez. Allez, ciao à tous. Ciao, bye. Ciao, ciao.